Fleur d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invitée est maître Viviane C. Viviane est avocate au barreau de Paris depuis 2012. Elle est aujourd'hui collaboratrice senior chez Freshfields et elle est spécialisée en contentieux bancaire et financier. C'est Mélanie Hong, que je remercie, qui me l'a recommandée. En parlant de recommandations, je commence à être short en recommandations d'hommes et notamment d'hommes collaborateurs. Donc, à vos recommandations, si vous connaissez des avocats épanouis et en particulier des collaborateurs épanouis, eh bien, envoyez-moi un petit email ou écrivez-moi sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de prendre vos recommandations et de poursuivre ainsi la diversité des profils présentés sur le podcast. J'en profite pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à lire la newsletter de Fleur d'avocat et ça me fait plaisir, ça me fait d'autant plus plaisir qu'en général je reçois pas mal de retours, donc ça fait une sorte de correspondance suivie avec les auditeurs qui est fort agréable. Vous aussi rejoignez la newsletter de Fleur d'avocat, j'envoie un long article, une longue réflexion toutes les 2 semaines, le vendredi en fin d'après-midi. Donc voilà, je mets un lien en note de l'épisode si vous voulez vous inscrire. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour Viviane C. Bonjour Lila-Louise. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'avocat. Merci de m'avoir invitée. Alors Viviane, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate. Alors je suis devenue avocate un petit peu par hasard. Et pour comprendre comment c'est arrivé, il faut se replacer au moment du bac, ou plutôt après le bac, puisque j'ai commencé par faire une prépa pour intégrer une école de commerce. Mmh. Donc c'était 2 ans, comme vous pouvez l'imaginer, de travail très intense. Vraiment, vous avez un quotidien millimétré, c'est quasi militaire. Vous vous levez à 8h30, enfin non, plutôt les cours commencent à 8h30. Vous quittez l'école, enfin vous quittez la prépa, il est 22h, vous rentrez juste dormir et vous faites ça le lendemain et le lendemain et ça vous faites pas ça pendant 2 ans. Donc j'étais partie pour donc intégrer une école de commerce et mais sans trop savoir à l'époque ce que je voulais faire. En tout cas, le cadre de la prépa m'avait beaucoup plu parce que d'un côté c'était très intense. On apprenait beaucoup de choses très intéressantes avec des professeurs de très grande qualité et il y avait vraiment une émulation entre les élèves. Vraiment, tout le monde se tirait vers le haut. Ça, c'était vraiment une chose qui m'avait beaucoup plu, de pouvoir vraiment que chacun, avec ses facultés, arrive à atteindre le meilleur niveau qu'il puisse atteindre. Et donc, justement, le mantra de la prépa, c'était réussir ensemble. Étonnamment, parce que c'est vrai qu'on présente ça comme un milieu très concurrentiel, et pourtant, ça a été une période de grande émulation intellectuelle. Et qu'est-ce qu'il est ressorti de ces 2 années ? Alors, qu'est-ce qu'il est ressorti de ces 2 années ? Des bonnes méthodes de travail. Une capacité de travail et des bonnes méthodes de travail, puisque vous engrangez vraiment des connaissances, vraiment dans toutes les matières, culture G, histoire-éco, maths. On faisait beaucoup de traductions aussi, du thème et de la version à foison. Donc voilà, je dirais une grande capacité de travail, des bonnes méthodes de travail. C'est ça que j'en ai retenu le plus au bout de ces 2 années. Et donc, je passe les concours et j'intègre le SCP à Paris. Et c'est là que vraiment je découvre un nouveau monde, puisqu'on change vraiment de rythme. On change de rythme. Vous avez déjà des cours très différents. C'est moins, j'allais dire, moins intellectuel, moins théorique. Vous apprenez vraiment des matières plus pratiques, de la compta, de la finance, du marketing. Et d'un autre côté, vous découvriez aussi le monde de l'école, c'est-à-dire un monde de fête, un monde de fête. Mais les écoles de commerce sont connues pour ça et je pense que c'est pas pour rien. Exactement, oui, c'est absolument vrai. Et c'est vrai que faut relâcher la pression après 2 ans de travail intense, là vous mettez des gens dans des bonnes dispositions pour avoir envie de s'amuser. Et vous, ça vous a plu ? Alors oui, ça m'a beaucoup plu. Donc d'un côté, je me disais, ça me permettait de souffler, j'étais contente, c'est nouveau, c'est intéressant, et surtout, ça me donnait du temps. Beaucoup plus de temps libre, de faire autre chose, de réfléchir, de prendre le temps.
Donc ça, c'est ça qui m'a marquée à ce moment-là. Après, je crois que c'est vraiment mon esprit pragmatique et utilitariste qui revenait à la charge, qui disait bon, ce serait peut-être bien de mettre à profit ce temps. Et donc c'est comme ça que je me retrouve à m'inscrire en droit en parallèle de l'ESCP. Mais pourquoi du droit? Alors c'est une très bonne question. Alors à l'époque je me disais, c'était le choix entre les assos et des études à côté, donc ça pouvait être le droit, c'est vrai. Il y avait des personnes qui se lançaient dans des études de comptabilité ou des maths à la fac. Donc moi je me disais, j'étais très pragmatique, je veux quelque chose qui soit utile. Et j'avais le sentiment que, quel que soit le métier que j'exercerai plus tard, le droit, ce serait utile. Et quelque part, je trouvais ça intéressant aussi. Je me disais que c'est quand même bien de comprendre le fonctionnement de la société, comment fonctionnent les entreprises, le marché du travail, et je me disais que ça ne serait pas du temps perdu. Voilà. Comment ça commence. Et c'est vrai qu'à l'époque, l'ESCP proposait un partenariat avec Nanterre. Mhm. Et donc, ça nous permettait de nous inscrire en deuxième année et à condition qu'on passe certaines épreuves de première année. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je me suis inscrite. Et c'est vrai que là, au tout début, c'était un petit peu un choc des cultures entre quand on est habitué à l'école, on arrive à la fac, on est beaucoup moins encadré. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Parce que c'est vrai qu'à l'école, vous êtes un étudiant. Et même en prépa. Hein. Et même en prépa, c'est vrai. À l'école, vous êtes un étudiant, mais aussi un client. Et ça se ressent, que ce soit sur la qualité des locaux ou la fluidité avec laquelle vous pouvez avoir accès à l'administration. Donc voilà, l'inscription en fac a déjà été un long périple. Et donc voilà, je m'inscris, je me dis, ça peut être utile, allons-y. Et ça vous plaît? Alors, ça me plaît, je me dis que c'est très intéressant. C'était nouveau, déjà, ne serait-ce que apprendre à lire un arrêt, comprendre l'articulation des thèses en présence. J'allais au TD. J'avais le souvenir, en fait, vraiment, c'était une période où je courais beaucoup, au final. C'est que j'avais... Du coup, pour cumuler l'école et la fac. Absolument, absolument. Et donc, je courais tout le temps entre l'ESCP, Nanterre, c'était la chasse au comment est-ce que je vais récupérer des polycopiés pour bachoter dans mon coin. Donc voilà, c'était une période je dirais là encore, en fait, finalement, j'avais repris un rythme assez intense, finalement. Tout ça pour ça. Et ah oui, et aussi, j'oublie, c'est que faut croire que j'aimais la difficulté, mais en tout cas, en plus de l'ESCP et de la fac à Nanterre, je m'étais inscrite en cours du soir pour faire du chinois au Langzhou. Pour simplifier la Exactement. situation. Et oui, non, tout ça pour ça, quoi. Faut croire que bon, je me suis reposée peut-être le temps d'un mois, et puis non, il fallait que je me réinscrive dans plein de choses. Et le chinois au Langzhou, c'était pour une raison particulière? Alors, pas forcément. Alors, déjà, je suis d'origine chinoise, je parle couramment le cantonais à la maison, et donc je voulais apprendre le mandarin également. Enfin, je l'avais déjà beaucoup appris à la maison avec des profs particuliers, mais je voulais perfectionner la chose, l'apprendre dans un cadre universitaire. Mhm. Et donc c'était cette espèce de cumul de... Je sais pas, disons, je pense que j'avais envie de maximiser mon temps. Voilà, ce côté très cartésien, je me disais, bon, il faut que je fasse des choses utiles. Je sais pas quel métier je ferai plus tard, mais déjà... j'avais à cœur de bâtir en fait mon employabilité future. Mmh. C'était ça l'idée. En tête un gros souci d'employabilité. Vous regrettez? Non. Non, mais ça peut être... c'est une question ouverte, quoi. Ça peut être... Je pense que j'aurais pu un peu relâcher la pression et profiter de ma jeunesse. En tout cas, en profiter autrement. Puis ça peut aussi être non, j'ai kiffé ces années d'intensité. Donc vraiment, question ouverte. C'est vrai que là, rétrospectivement, je me dis qu'au final, tout ce que j'ai appris, ça m'a été utile. Donc, je ne regrette pas. Voilà, disons que c'est bien de prendre son temps, de réfléchir, mais faut pas le gâcher non plus, ce temps-là. Ce temps est précieux.
Voilà. Donc, ESCP plus fac de droit plus du chinois en Longzhou. Ça se poursuit pendant du coup quelques années Oui, à tout ce à fait. rythme-là. À ce rythme-là, oui. Mm. Donc c'était vraiment les examens, enfin les partiels à l'ESCP, on les finit, on fait les partiels de droit et ensuite. Et en droit, plutôt tout de suite une orientation à faire. Je veux dire, je dis ça parce que ça semble logique avec le fait de faire un parcours école de commerce à côté, mais en vrai, vous auriez pu aussi en droit faire un parcours complètement privé ou autre, quoi. C'est vrai que j'avais déjà en tête le droit des affaires. Il faut j'allais dire, quelque part, à titre personnel, ça m'intéressait. Et d'autre part, je savais que je me dirigerais très probablement dans cette voie-là, donc le droit des affaires, je l'avais en tête assez rapidement. Donc, est-ce que c'est venu rapidement le fait de se dire finalement entre ces deux cursus, l'école de commerce et le droit, c'est plutôt vers une carrière de juriste que j'ai envie de poursuivre? Alors, ce choix-là, non, justement, ça a été un long processus, en fait, et au final, c'est seulement, je dirais, à la fin, même pas à la fin de l'école, à la fin de l'ESCP, c'est à la fin, je dirais même à la fin de l'EFB que je m'étais vraiment décidée. Mm. Donc c'était un long processus. Disons que le droit, je le faisais un petit peu, c'était un petit peu mon hobby. Ça paraît très... C'est pas grave, c'est nerd, mais c'est pas grave. Absolument. Je me disais que c'était un petit peu un hobby, je le faisais à côté, pas de pression, c'est sympa, c'est intéressant. Bon, je bosse comme un chien, mais bon, pourquoi pas. Et vraiment, non, c'est vraiment sur le tard au final que je me suis décidée en fait. Donc, Vers quoi vous vous projetiez? alors à l'époque, vraiment, c'était ok. J'ai l'école de commerce d'un côté. Je partais d'ailleurs sur une spécialisation finance à l'ESCP et de l'autre, j'avais mes cours de droit. C'est un truc que j'avais un petit peu lancé comme ça en me disant bon, voyons où ça me mène. C'est intéressant, j'y arrive, c'est très bien. Mais j'avais donc ces deux possibilités-là en tête. Et je m'étais pas encore décidée. Je me disais, allons au bout du parcours, faisons tous les stages qu'il y a à faire, faisons tous les cours qu'il y a à faire, et puis à la fin, on verra. Et du coup, ces stages que vous avez fait au long de ce parcours, qu'est-ce que vous avez fait comme stage? Alors, en stage, alors le premier stage que j'ai fait en cabinet d'avocat, c'était chez Gine, c'était dans l'équipe produits dérivés. Mhm. C'était une équipe dirigée par Alban Caïmer du Ferrage. Et c'était un stage que j'avais fait à l'issue de ma 3e année de droit. Et donc, c'était dans le cadre de mon année de césure à l'ESCP. Donc, c'était un stage aussi, oui, que j'avais trouvé grâce à l'école, hein, parce qu'à l'ESCP, on avait énormément de forums de recrutement divers et variés, en fait, que ce soit des cabinets d'avocats, des banques, des grandes entreprises. Donc, ça, c'était une chance de faire une école, justement, d'avoir accès à ce réseau-là, où je trouve que tout le monde joue le jeu. Tout le monde se renvoie l'ascenseur d'une manière ou d'une autre. On a tous bénéficié, en fait, de l'école. Et donc, je me souviens que j'avais déposé mon CV au forum en disant que j'étais intéressée par le droit des marchés financiers. Et ça a été votre tout premier stage de toute votre vie? Non, c'était mon premier stage. Vous avez fait d'autres stages? Oui, j'avais fait d'autres stages. Dans des banques Par la suite. Par la suite? Par la suite, effectivement. C'était quand j'étais en école. C'est vrai que j'ai commencé par les stages de première année, donc dans des grandes entreprises, mais qui n'avaient aucun rapport avec ni le droit ni la banque. Et c'est vrai que dans l'ordre, si je regarde, oui, dans la chronologie des choses, ça a vraiment commencé dans le cadre de l'année de césure. Mm. Et c'est vrai que j'avais commencé ma césure par ce stage chez Gide, qui était donc mon premier stage en cabinet d'avocat. Et ça s'était bien passé? Alors, c'était une très bonne expérience. Alors, j'avais la chance aussi, il faut dire que j'avais la chance d'être installée dans le bureau d'une collaboratrice. Donc ça permettait de voir un peu comment elle travaillait au quotidien, d'avoir cet aperçu-là du métier d'avocat en cabinet d'affaires. Alors, qu'est-ce que j'en ai retenu? J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris la rigueur, le sens du détail et surtout l'importance de maîtriser l'anglais. Ça, c'est quelque chose que j'ai retenu. J'ai le souvenir aussi d'une équipe qui a été très sympa, très, très accueillante avec moi. C'était ma première expérience en cabinet d'avocat, donc vraiment, je pense que j'ai eu beaucoup de chance de les rencontrer. Et en particulier Alban, que je considère comme un mentor. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant,
exigeant bien sûr, mais surtout très généreux et avisé dans ses conseils. Donc voilà, j'en garde une excellente expérience, souvenir. Vous dites que vous le considérez comme un mentor. Vous avez gardé contact avec lui par la suite dans votre Oui, parcours? absolument, absolument. J'ai bien sûr gardé contact avec lui, avec toute l'équipe. Donc c'était vraiment cette première expérience où ça m'a confortée dans ma volonté de poursuivre mes études de droit. Mm. Donc c'était une bonne chose. C'était vraiment une bonne chose. La deuxième partie de cette année de césure? Oui, alors donc la deuxième partie de cette année de césure, je l'ai faite chez Calion. C'est en banque d'investissement. C'est en fait la banque d'investissement du groupe Crédit Agricole, aujourd'hui qui s'appelle CACIB. Et donc, je fais ce stage-là, alors qui se passe à Hong Kong. Donc, j'étais vraiment très excitée à l'idée de faire ce stage parce que, bon, d'une part, c'était un stage en salle des marchés. J'allais faire de la structuration de produits dérivés. Donc, quelque part, c'était dans le prolongement de ce que j'ai fait chez Gine, où c'était la partie documentation juridique. Là, c'était la partie plus financière, plus technique. Et donc ça, j'étais vraiment très contente de pouvoir faire ça, puisque je faisais ma spécialisation finance à l'école. Et après, sur un plan plus personnel, j'étais toute excitée de le faire aussi, parce que c'était la première fois que je quittais le cocon familial. Pour 6 mois, pour vivre, travailler à l'étranger, et donc être enfin indépendante. Donc voilà, c'était très excitant comme perspective. Mais bon, c'est vrai que mes parents sont originaires de Hong Kong, donc quelque part, j'y allais souvent déjà en vacances, je parle cantonais couramment. Donc voilà, je me sentais pas perdue, mais ça restait quand même une grande première. Voilà, donc... Et puis quand bien même vos parents sont originaires de là-bas et vous y êtes allés en vacances, c'est pas la même chose d'y vivre vous, de vous faire vous votre expérience là-bas, quoi. Absolument, absolument. Et c'est vrai que c'était une super expérience parce que, alors il faut resituer le contexte, c'était au début de l'année 2008. Donc c'était juste avant la faillite de Lehman Brothers. Et donc, voilà, il y avait clairement une fébrilité dans la salle des marchés. Oui, ce qui est intéressant, c'est que je travaillais sur des produits structurés qui, par la suite, ont été à l'origine de contentieux de masse. La source des problèmes. Exactement. Et donc, c'était amusant, justement, de pouvoir les traiter en tant qu'avocate des années plus tard. Et donc, à ce moment-là, c'était bien évidemment très utile d'avoir cette expérience de comprendre la logique économique des produits, de comprendre les formules mathématiques sous-jacentes. Et donc, vraiment, c'était amusant. Enfin, la boucle est bouclée. Et quand, je saute un peu dans le temps, mais quand vous avez travaillé sur les contentieux liés à ces produits suite à la crise, est-ce que vous avez spoté les équipes qui étaient sur ces dossiers justement parce que vous aviez travaillé dessus à un moment et que vous vous disiez ça m'intéresserait de suivre d'une certaine manière, d'assurer un suivi par rapport à cette histoire, ou est-ce que rien à voir et ça a juste été un hasard de la vie professionnelle? Alors, je dirais que... alors, peut-être que c'était un hasard. Disons que j'avais pas identifié, par exemple, une banque, un produit ou un cabinet spécifique, mais c'était, en fait, cette vague-là, elle est historique. Et qu'au final, il y a eu différents types de produits structurés qu'on appelle toxiques. Et il y a eu énormément de cabinets qui ont travaillé sur ces thématiques-là. Donc je dirais que c'était pas je l'avais pas prémédité, mais cette connaissance-là clairement m'a conduite à me diriger sur ces problématiques de droit des marchés financiers. Ok. Ouais. Et donc après ces 2 stages d'année de césure de l'ESCP, là vous êtes en 3e ou 4e année de droit. Alors là, à ce moment-là, oui. Alors je termine ma césure. Et c'est vrai que oui, c'est intéressant aussi, au moment de terminer ma césure, donc j'étais à Hong Kong, et parce que après avoir travaillé 6 mois en salle des marchés, je m'étais posé la question de savoir si j'y retournerais pas pour m'y installer à la fin de mes études. Ça vous a vraiment plu? Ça m'a vraiment plu parce que donc il y avait la matière technique et il y avait aussi l'environnement de la salle des marchés. Donc c'est un environnement très multiculturel. Et j'avais, je pense, cette chance de comprendre en fait tout ce qui se disait autour de moi. C'est-à-dire que dans la salle, j'étais assise d'une part
À côté, il y avait le management, essentiellement français, qui parlaient français entre eux. Les traders qui aussi, pour un certain nombre, parlaient beaucoup français. Et de l'autre côté, on avait les sales qui parlaient essentiellement cantonais, mandarin. Et donc, c'était amusant, en tout cas en simultané, de pouvoir comprendre tout ce qui se disait dans la salle. Et clairement, j'avais ressenti cette biculturalité, mon profil franco-chinois, comme étant un véritable atout. Et c'est pour ça que justement, à la fin de ce stage, je me dis « Ah, c'est quand même super expérience, j'ai aimé. Est-ce que à la fin de mes études, il y aurait peut-être matière à faire quelque chose, à revenir ?» Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, je devais rentrer à Paris, puisque je devais terminer mon année d'école à l'ESCP et terminer le droit. Donc bon, je l'avais laissé dans un coin de ma tête et je suis rentrée à Paris. Et donc, c'est comme ça que le parcours se poursuit et je termine, donc je rentre à Paris. Je termine ma dernière année, je prépare, l'examen du barreau, ça aussi. Donc, pour un diplôme de plus ou en se disant quand même ça me plaît et je pourrais être avocate? Alors, parce que comme vous dites que vous avez pris une décision vraiment que sur la fin et que vous aviez, en fait, vous étiez diplômée d'une certaine manière, vous auriez pu, je veux dire, ça aurait pu être la fin de la bifurcation, quoi. Absolument. Alors, qu'est-ce que je m'étais dit ? Je m'étais dit, si vous en êtes arrivé là, pourquoi ne pas continuer et aller au bout du parcours d'avocat ? C'est que, donc effectivement, j'étais arrivée sur la fin, quasiment la fin de l'ESCP. Je prépare l'examen du barreau en me disant, c'est quand même bien, c'est quand même bien d'aller au bout des choses. Je le prépare, donc je fais ma prépa d'été, je le passe, je le réussis. Et donc là, on me dit, c'est bon, vous êtes à l'EFB. Et donc là, ça aurait quand même été dommage de dire, merci, mais je m'arrête en fait. Et donc, et c'est comme ça que, j'allais dire, je me suis laissée embarquer dans tout ça. Non, mais je pense qu'on est nombreux à se laisser embarquer dans des études et puis il y a cette nouvelle porte et puis on la passe et puis on la prend et puis, je veux dire, voilà, il y a pas de mal, hein. Je pense que c'est un truc un peu... Mais c'est vrai que, justement, c'est pour ça que la césure m'a fait du bien, justement, d'avoir cette opportunité de faire des stages en banque, de le faire en cabinet, C'était bien, mais quelque part, j'allais dire, pas suffisant pour me décider. Voilà. Donc, et c'est comme ça que quand je réussis donc, l'examen du barreau, que j'intègre l'EFB, je me dis, c'est bien, comme ça, c'est l'occasion. Alors justement, c'est l'occasion de faire plus de stages en cabinet d'avocat. C'est plus de compléter ma vision avant de me décider. Et donc, où est-ce que vous avez fait vos stages ? Ou en tout cas, dans quel type de structure ? Comment est-ce que vous avez déroulé ? Alors, j'intègre l'EFB et là, je commence par mon PPI. Je le fais en banque d'affaires, je le fais chez Rothschild, en fusion-acquisition. Donc, c'était encore un stage en banque. Alors, moi, je suis extrêmement naïve du milieu financier. Donc, faire fusion-acquisition, on est d'accord que c'est travailler sur des problématiques complètement différentes de marché financier. Alors, en termes de structuration de produits, Oui, absolument. Alors, c'était le stage TEC à Lyon, c'était clairement de la finance de marché. Et Rothschild, c'était, on va dire, mes cours de finance d'entreprise. C'est la valorisation financière d'une entreprise, les rapprochements d'entreprises. Et donc, effectivement, c'est un autre pan de la finance. D'accord. C'est un autre pan de la finance. Et c'est vrai que, donc voilà, je travaillais côté, effectivement, analyste financier et pas côté juriste. Et donc, alors, je crois que je n'ai jamais autant travaillé de ma vie qu'à cette époque-là, chez Rothschild, parce que c'était plus des nocturnes, hein, c'était des matinales. Il y a une frénésie je sais pas, c'est l'environnement qui fait ça, la charge de travail, mais en tout cas, je pense que je crois que j'ai jamais autant travaillé qu'à cette période-là. Ça vous plaisait ? Alors oui, ça me plaisait de ne pas dormir. C'est une vraie question. Ça peut plaire. Ça peut être un mode de vie où on se dit, en vrai, j'aime, quoi. Je pose la question parce qu'il faut pas... si je viens avec mon regard tout
tout biaisé de c'est mal et ça doit être mal vu par principe, ça marche pas, quoi. Donc, Alors, je disais que ça me plaisait parce que je le voyais comme je dirais, la finalité de ce que j'avais pris à l'école, à l'ESCP, en finance. Et justement, c'était pour moi, comme je vous le disais, j'avais envie, en tout cas, j'entreapercevais un certain intérêt pour le milieu de la banque. Donc, j'avais fait mon stage en finance de marché. Je voulais savoir ce que c'était en M&A. Et c'est un stage aussi donc très intense. J'avais appris beaucoup de choses, donc vraiment même des choses très techniques, apprendre à lire des comptes annuels très rapidement, apprendre je veux dire, j'étais devenue à l'époque une pro du PowerPoint et de l'Excel, clairement. Vous apprenez à faire des valorisations, donc l'environnement était stimulant. Je voulais jouer le jeu, faire le truc à fond, c'est-à-dire vivre l'expérience d'analyste financier. Et j'ai pas été déçue parce que je l'ai fait à fond. Ah oui, et aussi pour la petite anecdote, c'était l'époque où Emmanuel Macron était gérant chez Rothschild. Et donc, c'était amusant parce que j'avais eu l'occasion de travailler pour lui sur quelques dossiers et de l'accompagner à une réunion client. Donc, c'était amusant cette période-là. Donc, ouais, je me souviens que j'étais particulièrement impressionnée par déjà sa force de persuasion en réunion client. Donc ça, c'est le PPI. Exactement. Chez Rothschild, à travailler comme une folle, à beaucoup apprendre et à apprécier. Exactement. Je me disais, bon, c'est intéressant, le rythme est complètement dingue, mais pourquoi pas bon, le travail ne me fait pas peur, allez, on serre les dents, on fait ça quelques années, c'est possible. C'était vraiment une possibilité. Voilà. Mais bon, je me disais, voilà, mettons-le dans un coin de ma tête, poursuivons. J'avais encore quelques stages avant d'arriver à la fin de ce parcours. Voilà. Dont le stage final. Exactement. Alors, donc j'enchaîne effectivement sur les cours à l'EFB, les stages en cabinet d'avocat. Et donc, effectivement, là, je me dirigeais plus sur la fin de mon cursus en droit. Et donc, je me disais, bon, ce serait peut-être temps d'avoir une expérience en contentieux. Puisque ça me semblait être le métier premier de l'avocat. J'avais pas eu cette expérience-là précédemment. Et donc, je me dis, bon, j'aimerais bien voir ce que c'est. Là encore, je le voyais comme la fin de mon parcours d'étudiante dans le domaine du droit. De découverte, quoi. Absolument. Et donc je fais donc ces stages en contentieux dans des cabinets internationaux. J'en fais un chez Linklaters et un chez Clifford Chance. Et donc, c'est 2 fois 3 mois, 2 fois 6 mois. Alors, j'ai fait stage en alternance et stage final. Ah d'accord, ok, je comprends. Voilà. Et donc, c'était des grands cabinets internationaux, des équipes de contentieux de droit des affaires, donc qui brassent des matières assez larges, du droit commercial, droit des sociétés, un peu de droit pénal, du civil. Donc, c'était... Et ça vous a plu ? Oui. Alors, ce qui m'avait plu, c'est cette variété-là. Cette variété où tous les jours, à chaque recherche, à chaque dossier, vous avez quelque chose de très différent. Et c'est là que je me dis, quand même, le contentieux, c'est super sympa. C'est vraiment super sympa. C'est super intéressant. Je m'ennuie pas. On voit l'aspect pratique du droit, ce qu'il permet d'apporter à un client, de l'aider à gagner quelque chose ou de l'aider à le sortir d'un mauvais pas. Donc c'est vraiment, je me dis, wow, c'est super sympa. Pas mal du tout, cette chose-là. Et donc là, ça vient un petit peu perturber le côté très corporate, droit corporate, financier et tout, du parcours jusqu'à présent. Oui, c'est vrai, parce que effectivement, je me rendais bien compte que pendant le parcours, dans mes échanges avec des cabinets d'avocats, souvent on me disait oui, viens faire du corporate, hein, parce que j'avais ce parcours école de commerce, donc ça aurait été un chemin plus naturel, j'allais dire. Mais c'est vrai que ces stages en contentieux-là m'ont, j'allais dire, ouvert les yeux sur cette matière, ce type de pratique. Voilà. Et donc, je me dis, c'est super chouette. Mais bon, j'arrivais à la fin, donc là, il faut arrêter de réfléchir, il faut se lancer. C'est ça. Mais à ce moment-là, j'étais encore assez partagée parce que j'étais partagée à plusieurs niveaux. Donc, d'une part, j'étais partagée sur
le lieu, est-ce que je reste à Paris ou est-ce que je vais travailler en Asie? J'étais partagée sur la matière. Est-ce que je travaille en banque ou est-ce que je travaille en cabinet d'avocat? Et donc, après réflexion, je me disais que mes expériences en banque, que ce soit en salle des marchés ou en M&A, clairement, ça m'avait beaucoup plu, mais comparativement, l'expérience en cabinet d'avocat, en contentieux, m'avait plu davantage. Voilà. Donc, et c'est comme ça que j'arrive à mon choix, qui était que je voulais devenir avocate en contentieux avec une appétence pour la matière financière. Voilà, pour que j'avais tout ce background financier qui m'était très utile. Donc j'arrive enfin à cette conclusion-là. Et donc, candidature pour des collaborations. Absolument, oui. Je me lance donc à ce moment-là dans la recherche de collaboration. C'était une période de recherche assez intense. Il y avait beaucoup d'entretiens, il y avait du stress. C'était du coup, si mes calculs sont bons, on est en 2010, 2011 à peu près. On est en 2011, tout à fait. 2011, et donc c'est encore un peu la crise? Oui, tout à fait. C'est encore un petit peu la crise. C'est encore un petit peu la crise. C'est... Ça vous inquiétait, la crise? Alors, je dirais pas plus que ça. Alors, il y avait ce contexte, effectivement. On voyait la crise, on voyait que les promotions sont très nombreuses. On a toujours l'impression qu'il y a pas assez il y a plus de candidats que de places. Il faut se dépêcher. Mais je candidatais, j'allais dire tranquillement. Je candidatais, je rencontrais beaucoup de gens. Alors, il y avait effectivement pas mal d'associés qui me rencontraient, qui me disaient, écoutez, je recrute pas forcément maintenant, mais je trouve que votre profil est très intéressant. Est-ce qu'on peut se rencontrer pour discuter? Donc c'était une période de... C'est rassurant quand même. Absolument, oui. C'était rassurant de dire, j'ai un profil qui intéresse les cabinets, ça va venir. Ça va venir. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant, là, la période est propice à ça. Donc, il faut peut-être un petit message aux jeunes avocats qui viennent d'obtenir le CAPA. C'est de dire, voilà, la recherche de collaboration, il faut la faire, il faut être persévérant, il faut faire ça de manière méthodique, mais il ne faut pas non plus trop s'inquiéter. Parce que il y a toujours un chemin. Vous allez trouver à un moment ou un autre, il y a un chemin, détendez-vous un petit peu puisque vous allez travailler toute votre vie. Vous, ça a duré combien de temps? Mais en fait, ça a été assez rapide au final, puisque j'ai trouvé avant la fin de mon stage final, en fait. Donc, j'étais déjà fixée sur ce que j'allais faire. Oui, il n'y a pas eu de période de creux. Absolument, oui. De creux entre deux postes. C'est ça, il n'y avait pas eu de période de creux. Et puis, donc, c'est ça, je trouve la collaboration. Vous avez eu le choix? Ça a été une rencontre? Ça a été, comme souvent, ça a été un concours de circonstances. C'est-à-dire une question de timing, souvent. Une question de timing, de rencontre, de personnes. Parce que là, on fait un petit saut dans le temps. Donc, je commence ma première collaboration chez Simmons & Simmons. Et c'est vrai que j'ai le souvenir d'un processus de recrutement qui était très fluide. C'est-à-dire que je les avais rencontrés, ça s'était bien passé visiblement, puisque à la fin de l'entretien, je devais retourner travailler au cabinet de mon stage final. J'étais à peine arrivée qu'il me rappelait déjà pour me proposer un deuxième entretien. Donc voilà, c'était très fluide. Il y a eu un bon feeling, je dirais. Mais c'est vrai que c'est toujours très difficile quand on est jeune avocat, c'est que tant que vous n'avez pas mis les pieds dans le cabinet, vous ne savez pas comment ça va se passer. Donc, vous essayez d'être le plus perspicace possible, de voir tous les signes qu'il y a à voir, mais en réalité, c'est pas possible. Et à un moment, il faut un petit peu avoir la foi et se lancer. Ouais, et puis en plus, moi, j'entends, j'ai eu des invités qui m'ont scotché par le fait que dès très jeunes, ils arrivaient à quand même... en tout cas, ils en parlent comme... d'avoir déjà une grosse capacité de discernement et de dire oui, non et tout. Moi, je me souviens de ma personne qui cherche sa première collaboration. En vrai, j'avais tellement envie juste de bosser que j'étais complètement biaisée et aveugle à des signaux qui pouvaient m'inviter à penser que ça n'allait pas le faire. Enfin, je veux dire,
Ouais, ma capacité de discernement était quand même très. Enfin, je veux dire, j'y allais pour plaire et pas en me disant non seulement faut que je plaise, et en plus faut qu'il me plaise à moi aussi. Oui, c'est vrai que c'est très important. Après, là, je vous rejoins parfaitement, c'est qu'en tant que jeune avocat, vous vous dites que le rapport de force est en votre défaveur. C'est comme vous dites, vous avez envie de plaire plus que de savoir si on vous plaît. Mais on parle de discernement, mais alors il faut un petit peu d'humilité, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'en sait strictement rien. Écoutez, si en 1 heure d'entretien, la personne en face de vous n'arrive pas à avoir l'air sympathique, c'est qu'il y a peut-être un sujet. Oui, mais encore faut-il se dire, est-ce que cette personne m'a paru sympathique ou pas? Et je pense qu'on est nombreux, en tout cas, moi, je pense que je me posais pas tant la question que ça. Enfin bref, mais bon, c'est un autre sujet. En tout cas, vous, process fluide de recrutement chez Simons. C'est ça, process assez fluide. Donc, j'étais recrutée par le département corporate, mais je me suis retrouvée très rapidement à travailler en fait avec Thierry Gontard, qui était à l'époque managing partner du cabinet. Et, à quelle occasion? Alors, ça s'est fait. Alors, c'est à quelle occasion? C'est que dans cette matière-là du contentieux un peu financier, c'est vrai que vous avez différents rattachements, positionnements possibles au sein des cabinets. C'est vrai qu'en fonction des cabinets, vous avez parfois une matière qui est rattachée à un département contentieux. Parfois, ça peut être rattaché à un département corporate, avec plus de droits boursiers, de contentieux boursiers. Et parfois même, vous l'avez rattaché à un département banque-finance, avec du contentieux réglementaire. Donc, il y avait différents rattachements possibles. Moi, je sais que j'avais été reçue et recrutée par le corporate, département auquel appartenait Thierry Gontard. Et lors de l'entretien, j'avais fait part de mon souhait de faire du contentieux. Il m'avait dit que c'était possible. Mais bon, c'est un entretien, c'est assez vague. Vous en savez trop rien en réalité. Donc comme là encore, je disais une question de feeling et une question de avoir la foi. Mais donc oui, donc j'arrive, je commence la collaboration et très 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 rapidement, je me suis mise à travailler avec Thierry très rapidement. Ok, cool. Donc c'était voilà, j'étais contente et voilà, je prends mes marques assez rapidement. Le début de collaboration se passe bien. Je prends mes marques assez rapidement. Je me rends compte là que stagiaire et collaborateur, ça n'a rien à voir. Voilà. Vous êtes toujours la même personne, mais a priori, mais on vous considère très différemment. C'est-à-dire qu'on vous inclut véritablement dans l'équipe et en contrepartie, on attend beaucoup plus de vous. Voilà. Donc, j'ai le souvenir de prendre le pli assez rapidement, de poser beaucoup de questions au début de la collaboration. Et je me disais justement que j'avais intérêt à poser un maximum de questions parce que, en tant que jeune collaborateur, vous ne savez rien et c'est normal. Il n'y a pas de honte à avoir et que, au contraire, il faut profiter de ces premières années pour poser ces questions puisque plus vous progressez, moins vous oserez poser de questions par peur d'avoir l'air bête. Ouais. Alors que fondamentalement, il n'y a pas vraiment de questions bêtes, quoi. Il ne faut pas se laisser, je dirais, intimider par la personne en face qui vous répond oui, bien évidemment, la réponse est évidente. Moi, je pense que si vous n'êtes pas capable d'expliquer quelque chose simplement, c'est que vous ne le maîtrisez pas. Et donc, c'est une période de beaucoup de questions, d'humilité, d'apprentissage. Une période que j'avais aimée. Et sur le fond, sur la matière, j'avais découvert avec Thierry le contentieux AMF, de l'autorité des marchés financiers, les enquêtes, les contrôles. J'avais pris goût aux dossiers d'abus de marché. Ça me plaisait beaucoup, ces dossiers de manquement d'initiés, de manipulation de cours ou de diffusion de fausses informations. Donc c'était vraiment... j'aimais beaucoup ça. On avait aussi une activité en contentieux judiciaire pour des clients institutions financières pour la plupart. Et donc j'avais eu la chance de pouvoir plaider des dossiers. Ça, c'était vraiment sympa. C'était une surprise parce que dans ces grandes structures-là, souvent, c'est des gros dossiers complexes avec des procédures très longues où le client souhaite que ce soit l'associé qui plaide, et ce qui est parfaitement compréhensible. Mais là, j'ai eu cette chance. Peut-être parce que c'était des dossiers que j'avais traités depuis le début.
et peut-être parce que c'était des dossiers très techniques, et que surtout, je dirais surtout, j'avais la confiance et de mon associé et du client. J'imagine. C'est des dossiers que vous traitiez, c'était une grosse équipe sur chaque dossier? Est-ce qu'il y avait un côté très toute petite équipe resserrée? Alors justement, ça aussi, c'est un facteur effectivement qui aide, c'est qu'on était une équipe très très resserrée, et donc vous êtes très impliqués très tôt, et quand l'associé voit que ça fonctionne bien et que le client vous voit travailler correctement, vous avez plus d'opportunités, effectivement, quand vous êtes dans ce type d'équipe plus resserrée. Et vous les avez identifiées comment, ces opportunités, justement? Ces opportunités sur ces dossiers-là, sur ces dossiers-là ou en général, c'est-à-dire le fait de travailler auprès de cet avocat sur ce type de dossier, vous dites, et dans cette configuration, que ça a ouvert des opportunités. Quel type d'opportunités? Alors, des opportunités, je dirais, déjà d'exposition. C'est-à-dire que on vous voit, ce qui n'est pas forcément le cas de collaborateurs juniors dans des structures très importantes. Là, le fait d'être en équipe resserrée fait que quand vous travaillez bien, ça se voit. Voilà, ça se voit, et ça vous permet il y a une espèce de cercle vertueux qui se crée. Je sais qu'avec mon associé, c'était... Bon, je travaillais beaucoup, je comptais pas mes heures, et plus il m'en donnait, plus j'étais motivée et intéressée dans mon travail. Et quelque part, plus lui, ça lui permettait de se dégager du temps pour ses autres activités. Parce que comme je disais, il était managing partner, et donc il avait énormément de responsabilités avec la gestion du cabinet. Et donc il était du coup ravi de me voir monter en puissance dans la gestion des dossiers, devenir autonome très rapidement. Et donc c'est là où je pense que ça a été une chance. La chance, en fait, elle était autant dans ce cercle vertueux que dans le fait que, comme il avait ses autres activités, il avait envie de déléguer absolument comme il pouvait par rapport à ce que vous pouviez endosser au fur et à mesure. Mais absolument. Après, il faut délivrer. Bien sûr. Après, il faut délivrer et gagner cette confiance-là. Et je pense justement que pour une première collaboration, votre patron est certainement plus important que la structure que vous rejoignez. L'idée, c'est pas forcément de rejoindre la structure la plus prestigieuse possible, ce qui est une voie possible, mais c'est pas forcément ça le plus important. C'est de rejoindre le patron qui vous apprendra le plus et qui vous valorisera le plus. Et d'un autre côté, c'est dur à anticiper parce que, par exemple, vous êtes arrivé chez Simons, mais vous ne saviez pas nécessairement que vous alliez travailler avec ce patron-là. Absolument. C'est vrai que il y a un facteur chance énorme. Là, il faut bien dire les choses. Il y a un facteur chance énorme. On ne sait jamais comment ça va se passer. Il faut savoir se créer des opportunités, mais quelque part, vous êtes dans une configuration que vous ne maîtrisez pas forcément. C'est vrai. Et combien de temps a duré cette expérience? Alors, ça a duré presque 4 ans. Presque 4 ans. Et à cette époque-là, comme je le disais, j'avais été contactée pour rejoindre l'AMF. Parce qu'en fait, je faisais beaucoup de dossiers AMF et je pense qu'ils me voyaient justement dans les dossiers de l'autre côté. Et il y avait cette possibilité. Ils se sont dit, elle nous enquiquine celle-là, et si elle venait chez nous? Exactement. Et donc, c'était l'occasion de voir un petit peu l'envers du décor, de passer côté régulateur, de se dire, bon, comment est-ce qu'eux travaillent, comment ils analysent les dossiers, apprendre comment ils fonctionnent en interne. Et ensuite, l'idée, c'était d'apprendre pour ensuite pouvoir mieux servir les clients dans ces dossiers-là. Donc vous êtes partie à l'AMF? Absolument, je suis partie à l'AMF. Bifurcation, sortie de la profession d'avocat, on raccroche la robe. C'est ça, mais c'est vrai que c'était... Ça vous a fait quoi? Alors, ça m'a fait quoi? C'était, en termes de timing, c'était le bon timing. C'est-à-dire que j'avais à cette époque-là à peu près 4 ans d'expérience, ni trop junior, ni trop senior. C'est la bonne fenêtre de temps pour rejoindre l'AMF, et donc d'apprendre plein de choses. Donc je suis très contente, très excitée à l'idée de cette nouvelle expérience. Et en même temps, d'un point de vue très administratif, j'ai envie de dire, effectivement, vous devez raccrocher la robe, vous devez demander votre omission.
Donc, et vous passez en fait de profession libérale à salarié d'une autorité publique. Donc ça n'a rien à voir. Vous changez vraiment de cadre. Je le voyais un petit peu comme la continuité de mon apprentissage dans ce domaine-là. J'étais pas plus, j'allais dire peinée ou triste, mais parce que je savais que je reviendrais en fait à la profession et que je le voyais comme une étape importante pour être mieux armée pour la suite. Et alors, à l'AMF ? À l'AMF. Alors, je rejoins une équipe qui, en fait, c'est une équipe de rapporteurs adjoints où on est chargé d'instruire les dossiers qui passent devant la commission des sanctions. Et donc, vous êtes chargé de donner un avis sur la caractérisation ou non des griefs qui ont été notifiés aux mises en cause. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous changez de rôle, c'est-à-dire vous passez d'un rôle d'avocat à un rôle qui s'apparente à celui de juge. Et c'est, en termes de perspective, c'est intéressant parce que la matière juridique, c'est la même, mais vous avez un angle tout à fait différent. Donc du coup, vous êtes amené, enfin vous devez changer de style de rédaction, c'est-à-dire que vous ne défendez plus une thèse, mais vous êtes là pour trancher. Donc ce qui me semble d'ailleurs même parfois plus compliqué à faire. Ouais. Et mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette expérience parce que c'était aussi la possibilité de travailler avec des gens au profil très varié. Vous aviez des rapporteurs qui étaient parfois magistrats, la Cour de cassation, le Conseil d'État. Vous aviez des professeurs de droit, des professionnels des marchés financiers. Et dans l'équipe, on était tous quasiment anciens avocats. Donc voilà, super atmosphère de travail, une matière intéressante. Un cadre de travail très agréable. L'AMF, ils sont à côté du Conseil d'État là-bas. Ils sont place de la Bourse. Ouais. Ils sont place de la Bourse et le quartier est super sympa, oui, effectivement. C'est un très bon quartier avec des... Vraiment, j'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Et puis, bon, il y avait au début un petit choc des cultures, hein, bien évidemment, parce que comme je disais, vous passez de libéral à salarié. Vous n'avez plus de timesheet, c'est un autre monde. Bon, vous avez tout autant de travail, vous avez moins de support, moins de ressources, vous faites tout vous-même, la matière est tout aussi intéressante, mais c'est vrai que vous aviez bien sûr un meilleur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Ouais. Absolument. Ça, c'est certain. J'avais effectivement plus de temps libre. Alors, à quoi est-ce que vous vous êtes inscrite pendant Je rigole. Mais figurez-vous que c'est... Vous avez raison de poser la question. Alors, comment j'ai occupé... Alors, non, on travaillait beaucoup. À la MF, il y a beaucoup, je disais, on travaillait beaucoup, mais j'arrivais quand même à dégager un petit peu de temps. Et j'avais effectivement profité de ce temps pour... passer l'examen du barreau d'Angleterre pour devenir sollicitor. Et je me disais que ça pourrait être... Pourquoi pas ? Que pourquoi pas Non, alors, bon, mon goût des examens revient, mais non, faut resituer les choses. C'est que à cette époque-là, j'avais 4-5 ans d'expérience. J'avais envie d'un upgrade. J'avais envie de continuer à me former professionnellement. Et à titre personnel, j'avais envie d'un challenge. Voilà, j'avais envie d'un challenge. Et à vrai dire, c'était un collègue de chez Simmons qui m'avait donné cette idée-là. C'était un collègue qui était spécialisé en financement de projet. Et donc, je le voyais préparer l'examen. Et donc, il m'expliquait, oui, qu'il préparait ça pour sa future, en tout cas, c'était son projet que de s'expatrier à Dubaï, et que effectivement dans son domaine d'activité là, ça pourrait être très utile. Et donc plus je discutais avec lui, plus je me disais que c'était intéressant ce qu'il disait, et j'étais en fait, à vrai dire, assez admirative de sa motivation et de son ambition. Et ça m'a inspirée. Ça m'a clairement inspirée. Je me suis dit, putain, c'est une super idée, et que à l'époque en cabinet, on avait beaucoup de clients anglais. Qui posaient parfois des questions qui, nous, pour des praticiens de droit civil, pouvaient nous sembler curieuses. Et donc, je me disais, ce serait peut-être bien d'avoir cette grille de lecture common law pour mieux servir ses clients, comprendre leurs problématiques. Et comment est-ce que vous vous êtes formé depuis la France ?
Très bonne question. Alors là, je me lance dans une préparation, j'allais dire, avec des manuels. Je prends des manuels, Ok. je bachote. Hein. Concrètement, c'est ça. Je passe ce temps libre à bachoter. En fait, concrètement, je passais mes soirées et mes week-ends à ficher en fait des manuels de procédure civile anglaise, de fiscalité, de droit immobilier. Enfin tout. Il y avait énormément on avait un syllabus très très complet pour cet examen du QLTS et c'était assez massif en fait comme programme. Et bon, aussi la petite motivation, je dirais que je me disais que donc les clients de Common Law, c'était une bonne chose hein, pour le jour où je reviendrai en cabinet. Deuxième chose que j'avais en tête, c'était bon, si je venais à partir travailler en Asie, où il y a beaucoup de pays de Common Law, un deuxième barreau pourrait être très utile. Voilà, donc j'avais ces éléments-là en tête de motivation, on va dire, et donc je m'étais lancée dans la préparation de cet examen en me disant que bon, ça pourra peut-être m'être utile dans 2, 3, 5 ans, qui sait, et qu'il était important de planter un petit peu ces graines-là autant que possible. Mhm. Et donc, alors c'est un examen qui est très difficile. Moi, je l'ai trouvé très difficile. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à bachoter. Et ensuite, vous l'avez eu. Je l'ai eu. Voilà. Félicitations. Je l'ai eu. Merci. Mais c'est vrai que c'était à l'issue, il y avait des épreuves qui se passaient à Londres pendant une semaine. Et là, c'est un examen très différent, je trouve, du CAPA. C'est un examen qui est beaucoup plus pratique. Puisqu'il y avait beaucoup de mise en situation. Alors, c'était amusant parce que vous avez des épreuves où vous rentrez dans une salle, vous avez face à vous un comédien qui joue le rôle d'un client. Et donc, il avait sa petite fiche, et en fonction du scénario qu'il avait... oui, c'est sûr que les moyens ne sont pas les mêmes. Ah oui, absolument, les moyens ne sont pas les mêmes. C'est une grosse organisation. Oui. Enfin, aller recruter des comédiens... aller recruter justement des solliciteurs pour jouer les rôles de juge. Donc oui, c'est un autre... J'imagine que du coup, c'est un avantage d'avoir déjà exercé pendant plusieurs années la profession. C'est-à-dire de pas juste être un étudiant qui n'a pas vu grand-chose à passer. Parce que quand même, j'imagine que c'est pas exactement la même chose en Angleterre qu'en France. Il y a quand même un petit peu plus de... Oui, on est un peu plus solide sur ses acquis de gérer un imprévu d'audience ou de personnes. C'est de ça, clients. oui. Avoir suffisamment d'assurance pour rebondir face à une question à laquelle on n'avait pas pensé. Mais c'est vrai que, oui, je pense que c'est une bonne chose. Bon, il y a des gens, effectivement, enfin, c'est plus rare, je pense, qui le font comme ça dans la foulée de leurs études après le CAPA. Je pense que c'est bien d'avoir une première expérience professionnelle avant de le faire. Et c'est vrai que c'est utile pour ces épreuves qui sont très pratiques. Le fait d'être déjà dans la vie professionnelle, oui, vous aide parce que vous savez, je dirais peut-être mieux répondre, vous avez une meilleure intuition. Là, je disais sur ces épreuves de mise en situation, faut savoir manager, si je puis dire, le client. C'est-à-dire que là, vous avez ce comédien face à vous et vous devez un petit peu lui tirer les verres du nez pendant 20 minutes pour savoir c'est quoi son problème. Parce que, bien évidemment, le client ne va pas vous dire, va pas formuler sa question comme une question de droit et que vous pourrez y répondre très facilement. Donc, il faut déjà poser toutes les bonnes questions, parce que si vous posez pas la question, le comédien ne vous donne pas la réponse. Et si vous n'avez pas la réponse, ah oui, parce que ensuite, à l'issue de cet entretien là qui dure, je sais plus, 20 minutes, vous sortez, on vous donne 20 minutes pour rédiger un mémo, pour dire c'est quoi votre recommandation. Donc forcément, si vous n'avez pas posé les bonnes questions pendant l'entretien, vous pouvez pas rédiger la bonne recommandation. Donc ça, c'était assez amusant comme exercice, et c'était très pratique, très stressant, faut bien le dire. Et il y avait aussi, et c'est amusant, il y avait cette épreuve où on vous met devant un ordinateur, on vous met devant une base de droit anglais, enfin le LexisNexis, le Westlaw, et on vous dit, voilà, vous avez 30 minutes pour faire une recherche et écrire un mémo en anglais. Donc, voilà, personnellement... C'est vraiment très pratique. C'est très pratique. Personnellement, je trouve que même en français, ça peut être stressant et difficile. Alors, vous imaginez, dans une autre langue, c'est... Voilà. Donc, bref, c'est pour ça que j'ai été quand même très contente de l'avoir du premier coup et que j'étais très fière de pouvoir justement aller à Londres, prêter serment après. Donc, c'était vraiment une bonne expérience.
Et j'étais contente de pouvoir faire ça et d'être encore, on va dire, capable de me motiver pour faire ça. Ouais. Ouais. L'AMF, ça a duré combien de temps? Alors, l'AMF, ça a duré 2 ans, 2 ans et demi. Le temps de passer le barreau anglais, quoi. À peu près. Non, c'est vrai que j'ai mis moins de temps à le passer. J'ai mis peut-être 1 an à préparer le barreau. Mais donc, oui, dans 2 ans et demi, c'était le temps. Alors, c'était le temps d'apprendre. C'était le temps d'apprendre sur différents dossiers à l'AMF. C'était le temps de découvrir chaque type de dossier. Puisque vous avez les dossiers d'enquête, vous avez les dossiers de contrôle, les transactions. Vous avez aussi les recours. Parce que oui, j'ai aussi eu l'opportunité de plaider au nom de l'AMF dans des recours devant la Cour d'appel de Paris. Donc ça, c'était une super expérience aussi. Et donc, c'était le temps pour comprendre le fonctionnement, la manière d'analyser les dossiers. Donc voilà, c'était une très bonne expérience. Moi, j'en garde un souvenir très, très positif de cette étape-là. Oui. C'était à la fois enrichissant d'un point de vue professionnel, mais aussi humain. Voilà. Vous en êtes parti à l'occasion d'une opportunité qui est venue à vous, que vous avez cherché parce que ça y est, c'était temps de clore cette parenthèse. Qu'est-ce qui a motivé le nouveau changement? Alors, je dirais que je l'avais déjà en tête, comme je vous le disais. J'avais en tête d'avoir cette expérience, d'avoir cette étape de carrière. Donc voilà, ça faisait 2 ans et demi que j'étais là. Je me dis, c'est peut-être le moment de revenir en cabinet parce que c'est le métier d'avocat qui me plaisait le plus. Je dirais que c'est défendre une thèse, ça me paraît plus amusant que de trancher le droit. Mmh. Voilà. Et donc, quelque part, je l'avais déjà en tête dès le début. Donc, je me suis dit, bon, c'est à peu près le moment. Je vais retourner en cabinet d'avocat. C'est le moment. Voilà, c'était vraiment cette idée-là que c'était le moment. Et c'est vrai que c'est comme ça que je retourne en cabinet donc, au bout de 2 ans et demi. Et encore une fois, parce que du coup, vous commencez à avoir un parcours peu banal. Est-ce qu'on est venu vous chercher? Est-ce que vous avez envoyé des CV? Est-ce que vous avez juste rappelé vos anciens patrons? Comment ça s'est fait? Alors, comment ça s'est fait? Il y a un peu de tout ce que vous venez de dire. Un peu de tout ce que vous venez de dire. Effectivement, on est régulièrement contacté par des chasseurs, soit même on envoie des CV. Dans mon cas, ça a été un peu... Là encore, c'est toujours une question de timing, puisque j'ai rejoint Jantet dans l'équipe institutions et services financiers. Mmh. Et là encore, c'est une question de timing, parce que je crois que dans leur équipe, il y avait un départ à ce moment-là, et donc ça tombait bien. Ça tombait bien. Vous les connaissiez? Pas plus que ça. De nom, je les connaissais, mais pas plus que ça. C'était la bonne matière, hein, puisque c'était spécialisé donc en réglementation bancaire et financière, avec un aspect contentieux AMF et judiciaire, et aussi réglementaire. Voilà. Et chez Janté, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Alors, moi, j'arrive, donc je m'étais préparée à ce switch, si je puis dire, de repasser de salarié à libéral. Donc, je m'étais préparée psychologiquement. Non, mais c'est vrai que tout le monde me disait ça. T'es sûre? Exactement, tout le monde me disait, mais t'es sûre? Est-ce que... Voilà. Donc, oui. Et donc, je m'étais préparée. Je reprends le pli assez rapidement. Je reprends des dossiers dans ma matière. J'ai eu l'occasion, alors c'est intéressant, j'ai eu l'occasion de travailler sur des dossiers qui m'ont particulièrement plu pour des clients, en fait, des banques chinoises implantées à Paris. Qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans ces dossiers? Alors, la matière que je connais, mais que j'aime, la technicité, et le contexte, le client. Le fait que ce soit des interlocuteurs chinois à Paris, c'était l'occasion pour moi d'apporter une valeur ajoutée, de jouer ce rôle de pont entre deux cultures, ce rôle aussi de décodeur, pour justement éviter les malentendus, ce qui est assez pratique. C'est ça qui me plaisait, et je pense que c'est ça qui faisait que
c'était une manière aussi d'aborder le client de manière sur un plan plus personnel même, je dirais. Parce que il y a une manière la vie des affaires est quand même différente en Chine comparée à la France ou au monde occidental, plus simplement. Quand vous faites des affaires en Chine, vous apprenez à connaître la personne, je veux dire, plus globalement. Vous connaissez son background familial, c'est beaucoup plus, j'allais dire, chaleureux. C'est-à-dire que vous traitez la relation dans sa globalité. Alors que en France, c'est beaucoup plus professionnel, c'est beaucoup plus compartimenté, c'est plus neutre. Vous n'allez pas dîner comme ça, un client, vous n'allez pas décrocher le téléphone en disant « Ah bah tiens, allons, je sais pas, ah oui, votre famille est de passage là, bah venez, on va je vous propose d'aller faire une sortie ensemble ou d'aller déjeuner ensemble. » Donc c'est vraiment, vous bâtissez un relationnel qui est beaucoup plus fort. Hein. Ces codes de la vie des affaires chinoises, vous les connaissez de votre background familial ou vous les avez appris parce que enfin c'est pas voilà, c'est pas j'imagine que c'est pas nécessairement le cas, ou est-ce que vous les avez appris dans le cadre du cabinet et il se trouve que le fait que vous parliez cantonais et mandarin a aidé et que vous soyez vous-même d'origine chinoise a aidé, mais c'est pas forcément des codes que vous aviez précédemment. Alors, je dirais que j'avais ces codes-là parce que j'ai eu une éducation, j'allais dire, très biculturelle. Hein. C'est-à-dire, il y avait l'école, la journée, l'aspect français, occidental, et à la maison, il y avait l'éducation plus traditionnelle, plus chinoise. Et donc, ces codes-là, je les avais intégrés par mon éducation, par mes voyages, par mon expérience à Hong Kong, par aussi le biais de... Oui, j'ai mon frère aussi qui est expatrié pour le coup en Chine, et donc qui me raconte toujours un milliard d'anecdotes du monde des affaires. Ce qui explique, ouais. Ce qui explique que j'avais cette aisance-là déjà avec ses clients. Et donc ça a été une très bonne expérience d'allier justement la pratique, la matière très technique et l'aspect culturel de la chose. Donc ça, c'était un bon point. Et puis j'avais aussi l'occasion d'élargir un petit peu mon activité, puisque je disais que je faisais beaucoup de contentieux AMF, de contentieux judiciaire, mais aussi j'avais pu découvrir le contentieux ACPR, de l'autorité de contrôle. L'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. D'accord. Pardon, je ne connaissais pas cet acronyme. et donc sur des sujets de lutte anti-blanchiment. Donc c'était l'occasion d'élargir un petit peu ce que je faisais. Donc ça c'était des bonnes choses que j'avais appréciées dans ce cabinet. Et après bon, c'est vrai que c'est un cabinet français, donc assez traditionnel, et peut-être que j'avais envie de plus d'international, et donc ce qui fait que c'est un cabinet dans lequel je suis restée 1 an et demi avant de partir. Ouais. Voilà. Et vous êtes partie, vous avez cherché à partir ? Oui, absolument, parce que je me disais que compte tenu de mon profil, c'était, je pensais que je pouvais davantage le valoriser au sein d'une structure internationale, probablement anglo-saxonne, avec des implantations, des bureaux partout dans le monde, avec peut-être plus de transversalité, de cross-selling entre les départements et les bureaux. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai rejoint mon cabinet actuel, Freshfields. Donc j'ai rejoint l'équipe contentieux dirigée par Stéphane Bénouville et Dimitri Lecar. Donc ça, c'était il y a 1 an, en septembre 2019. Donc un peu plus d'1 an, effectivement. Et alors, depuis, qu'est-ce qui s'est passé bâton rompu. Du travail, beaucoup de travail. C'est un beau cabinet, voilà. C'est un beau cabinet, c'est une belle équipe, bien structurée, avec des beaux dossiers. Donc j'ai pu continuer mon activité, à la partager entre contentieux AMF et contentieux judiciaire, toujours avec cette prédominance pour des clients institutions financières, que ce soit des banques, des fonds ou des sociétés de gestion. Donc c'est un bel environnement de travail, je trouve. Ouais. Et vous avez gardé un lien avec... est-ce que vous avez encore une clientèle
ou un lien avec la Chine qui vous permet de valoriser cette partie-là de votre profil? Oui, alors j'ai bien évidemment gardé un lien avec des clients chinois, effectivement, que ce soit implanté en France ou en Asie. C'est quelque chose que je souhaite développer, bien sûr. Je souhaite développer. C'est bien que vous utilisiez ce mot, j'allais vous dire, et quid de la clientèle personnelle? Oui, alors, quid de la j'ai des dossiers, des clients perso. Dans votre matière? Oui. Dans ma matière et en dehors de ma matière, c'est vrai que c'est pas évident au cabinet. Mais c'est pour ça que je vous pose la question parce que, je veux dire, il y a des matières qui se prêtent facilement au dossier personnel. Droit du travail, certaines phases de droit de la santé, des choses. Enfin, je veux dire, il y a plein de matières qui se prêtent assez facilement en fait d'avoir des dossiers personnels. Et vous avez une spécialité qui est quand même très institutionnelle. Absolument. Où les clients, enfin, je veux dire, ils sont pas à chaque coin de rue, quoi. Absolument. Donc, du coup, développer sa clientèle personnelle quand on est collaborateur dans un cabinet dans ces conditions-là, j'imagine que c'est une démarche qui est différente. Oui, c'est effectivement, c'est moins courant parce que, comme vous le dites, ce sont souvent, quand on vise les institutionnels, comme vous dites, c'est pas à tous les coins de rue. Mais en revanche, dans ce domaine de ce qu'on appelle les institutions financières, vous avez des acteurs de plus ou moins grande taille. Et quand vous avez l'opportunité de travailler avec certains d'entre eux et qu'ils ont apprécié votre travail, c'est justement très, très satisfaisant, très gratifiant de voir qu'un client vous rappelle pour dire écoutez, j'aimerais vous confier mon dossier, ça s'est bien passé. Donc vous, ça a été le cas des dossiers sur lesquels vous avez des clients pour qui vous avez travaillé dans le cadre du cabinet, qui vous ont appelé pour vous confier un dossier, mais cette fois à titre personnel. Oui, c'est arrivé, oui, Ouais. absolument. C'est arrivé, et c'est vrai que j'aime bien cette relation-là avocat-client que vous développez assez différemment quand vous traitez un dossier pour le cabinet ou quand vous le traitez pour vous à titre personnel. Je trouve que je le fais personnellement parce que ça me plaît. C'est nécessaire, je pense, pour gagner en maturité, justement, sur la gestion du client, sur la stratégie, sur la confiance que vous pouvez avoir en vous. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, même si effectivement dans cette matière-là, c'est plus difficile et c'est moins courant, bien sûr. Ça pose pas de problème avec le cabinet? Alors bien évidemment que quand vous avez en fonction de la taille des acteurs, vous voyez bien que dans le type de cabinet dans lequel j'interviens, vous avez des acteurs de taille très importante, et quand vous avez des dossiers sur lesquels vous n'avez pas cette notion de conflit d'intérêt qui est moins prégnante, puisque, par exemple, quand vous avez un dossier dans lequel votre client est opposé à un particulier ou à une autre petite structure, a priori, vous n'avez pas ce problème de conflit d'intérêt. De toute façon, c'est un dossier que prendrait pas le cabinet, quoi. Absolument. C'est exactement ça. Okay. C'est pas dans leur scope. Justement, c'est une question c'est pas la même clientèle en termes en termes d'honoraires, en termes de positionnement. Donc effectivement, il n'y a pas eu ce problème-là, et c'est une chance. C'est une chance. Comment, c'est des questions très bêtes, mais je les pose pour tous les auditeurs qui se posent des questions bêtes comme moi, comment on détermine ses honoraires dans ces cas-là? Alors, c'est une bonne question. C'est un mélange je dirais un mélange de beaucoup de choses. Effectivement, vous pouvez partir, avoir une espèce de taux horaire en tête, vous pouvez avoir un forfait, vous pouvez vous dire, en fonction du client aussi, et en fonction de l'enjeu surtout. En fonction de l'enjeu du dossier, vous voyez bien que vous ne pouvez pas demander au-delà d'un certain seuil. Ou après, il y a une question de bon fit, je dirais. De bon fit. Et je pense que c'est à mesure qu'on développe cette expérience-là, qu'on arrive à trouver le bon curseur. Je pose cette question parce que, encore une fois, quand on travaille dans ce type d'équipe, sur ce type de client, je ne sais pas si vous voyez passer des factures quand vous étiez collaboratrice. J'imagine qu'en montant en compétences, on en voit passer de plus en plus. Mais comme vous dites, c'est pas les mêmes dossiers, c'est pas les mêmes enjeux. Et donc, potentiellement, c'est pas les mêmes honoraires. Donc, c'est difficile de soi-même se faire sa jauge, en fait. Ah oui, absolument. C'est vrai que c'est compliqué. Après,
c'est très pratique, c'est très graduel. Vous trompez une fois, vous ajustez concrètement, et qu'il y a pas de règles. De dire honnêtement. Il y a pas de règles gravées dans le marbre, donc bon. Et donc votre clientèle, elle s'est développée comme ça, un client du cabinet qui vous propose un dossier d'un autre type d'enjeu, cette fois à titre personnel, et puis ce client reste et continue à vous proposer ce type de dossier, et potentiellement parle de vous à d'autres clients. Est-ce que vous êtes allé chercher d'autres clients, ou est-ce que ça a été quelque chose de très bouche à oreille et progressif? Je dirais que c'est un bouche à oreille progressif. Il faut bien dire que dans le cadre d'une collaboration dans ce type de structure, votre temps est limité. Enfin, votre temps, vous ne pouvez pas vous consacrer alors à un développement très actif de votre clientèle personnelle. Il faut bien dire les choses. Je le fais avec plaisir parce que c'est une marque de confiance. C'est des sujets dans ma matière. Donc vous acceptez avec plaisir, mais vous n'êtes pas dans une démarche très proactive de développement de clientèle. Je veux dire, dans le fait d'aller chercher des nouveaux clients. Ou... Là encore, vous avez un temps limité. Après, je dirais que cette démarche de développement, vous la faites aussi pour votre cabinet. Oui, bien sûr. C'est que d'un côté, vous avez ces dossiers perso qui vous font très plaisir parce que c'est une marque de confiance et c'est la preuve que vous êtes en train de grandir. Et en même temps, vous faites du développement pour le cabinet, pour justement des structures beaucoup plus importantes. Vous apprenez à... comment dire, vous apprenez à mettre en lien les différentes équipes. Vous apprenez en fait à vendre le cabinet dans son ensemble. Vous pensez de manière plus large. Je parlais de cross-selling tout à l'heure. C'est l'idée que aujourd'hui, en tout cas sur la clientèle ciblée par ce type de cabinet, vous ciblez les plus grandes l'entreprise avec des dossiers que vous espérez avoir la meilleure profitabilité possible, et vous avez besoin de mettre en avant la marque du cabinet dans son ensemble. Et donc ça, c'est différents types d'initiatives que vous avez pour développer la marque du cabinet et dans le même temps développer votre réputation personnelle. Vous pensez à quel type d'initiative ? Alors aujourd'hui, vous avez bien sûr En tout cas, vous, ce que vous faites, bien vous, sûr, à titre personnel. Vous avez la publication d'articles. C'est important de se faire connaître en tant que praticien expert du domaine concerné. Donc dans des revues juridiques et financières. Absolument, dans des revues juridiques et financières. Vous avez maintenant différents médias possibles où vous participez à justement des podcasts avec différentes personnes, différentes associées de différents bureaux qui vont mettre en avant la pratique du cabinet sur plusieurs juridictions. Et donc, c'est des exercices de développement assez différents finalement, mais qui sont tout à fait complémentaires. Et à titre personnel, j'aime beaucoup cette partie-là de mon métier. J'allais vous demander si c'est une partie qui vous plaît. C'est une partie qui me plaît beaucoup parce que là, aujourd'hui, j'aspire à avoir un rôle plus complet, puisque vous êtes au début expert technique, vous espérez devenir un conseiller stratégique pour le client. Je parlais de marque de confiance. Et ensuite, il y a une autre case qui est la case du développement. Alors, la case du développement, c'est d'un côté, bien sûr, c'est aller chercher des nouveaux clients, les développer, mais c'est aussi, le développement, c'est aussi fidéliser ces clients actuels. C'est comment faire pour qu'ils aient le réflexe de vous appeler le plus souvent possible pour avoir votre avis sur des matières diverses et variées. Et je pense que c'est quelque chose qui est important à développer, cette relation de confiance. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans mon métier, de devenir un peu la personne de confiance vers qui on se tourne. Et que ce soit, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, vous êtes là pour servir le client dans différentes circonstances. C'est soit vous l'aidez à grandir, soit vous le sortez d'un mauvais pas. Et cette relation de confiance-là, vous la ressentez peut-être encore plus fortement en contentieux, dans des litiges avec des enjeux financiers et réputationnels importants. Et donc ça, c'est un aspect qui me plaît beaucoup, ce développement-là. Et c'est un développement qui se fait bien évidemment en équipe. Dans ce type de structure,
ce n'est pas vous toute seule qui pourrez faire, ou en tout cas arriver à un résultat. Et donc c'est important de travailler en équipe pour développer la firme dans son ensemble. Voilà. Donc vous diriez que... est-ce que vous diriez que c'est dans cette dernière collaboration, enfin cette collaboration actuelle, que vous développez plus particulièrement cette capacité de cross-selling, de développement? Parce que là, c'est vraiment moi ce que j'ai entendu en creux de votre parcours, c'est-à-dire chez Simons, beaucoup d'apprentissage, chez Simons et à l'AMF, beaucoup d'apprentissage technique. Beaucoup d'apprentissage technique, de toucher à plusieurs types de postures et d'interventions et de matières. Continuer le développement avec le fait de passer un diplôme supplémentaire pour avoir aussi une vision common law, réintégrer la profession chez Janté, avoir l'occasion de travailler avec de nouveaux clients internationaux, vouloir valoriser cette partie très internationale. Et j'ai l'impression que ce qui ressort finalement de Janté puis maintenant Freshfields, c'est justement le fait d'intervenir plus dans une posture de développement de clientèle, tant dans le sens de prendre des dossiers qui sont proposés que dans le sens de cultiver les relations existantes et valoriser l'expertise d'une marque. Je vous laisse me corriger si j'ai mal synthétisé, mais est-ce que vous diriez que voilà, c'est un peu votre déploiement actuel? Oui, je dirais que à mesure que vous avancez, effectivement, c'est quelque chose qui prend plus de place. Après, je pense que dès les premières années, il faut avoir dans votre esprit le développement. À chaque niveau, il est possible de faire du développement. Et ce n'est pas en se réveillant après X années de collaboration qu'on se met à faire du développement. Je pense que dès la première année, chacun à son niveau peut faire du développement. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, à mesure que j'avance dans cette expérience-là, j'en fais de plus en plus et que je me plais de plus en plus dans ce rôle-là, en plus de l'expertise technique. Mais c'est vrai que c'est, je dirais, une aspiration un peu naturelle avec l'expérience, de cette idée de faire avoir un rôle, je dirais, plus complet. C'est ça. Vous diriez que votre développement des premières années, vous le faisiez comment? Concrètement, c'est tout simplement être ouvert, se montrer, saisir toutes les petites opportunités qui se présentent, tout événement, toute rencontre. Je sais, on a surtout les premières années, on est très chargé, mais il faut trouver ce temps-là de aller déjeuner avec un tel, j'ai rencontré un tel, de poursuivre une conversation avec des personnes de votre secteur. C'est tout simplement rencontrer plus de personnes, apprendre plus de choses, puis vous ne savez pas, comme je disais tout à l'heure, c'est planter autant de graines que possible. C'est ça. Et toutes ces rencontres, ces personnes avec qui vous avez créé et ensuite entretenu des liens, c'est des personnes que vous êtes allé chercher? C'est-à-dire que vous avez écrit à un tel pour lui dire, écoutez, non, ça m'intéresserait qu'on échange. Est-ce que c'est des propositions de rencontres, quelqu'un qui dit, ah mais ce serait intéressant que tu rencontres un tel, je vous mets en contact et l'opportunité est saisie, pour donner la variété des possibilités aux auditeurs et aussi pour voir vous comment est-ce que vous aviez planté ces graines, ne serait-ce que relationnelles? Je dirais que un peu tout ce que vous venez de dire, en fait, c'est être proactif. Comment dire, c'est être proactif, mais en même temps, il faut vous mettre en situation où les opportunités sont possibles. C'est-à-dire
a priori, en tout cas, quand vous êtes jeune, personne ne va venir frapper à votre porte pour vous dire « Ah, c'est très intéressant, est-ce que vous auriez un avis sur telle question ?» Non. Et c'est à vous de participer à plus d'événements. Au début, c'est vrai que c'est difficile parce que vous connaissez personne. Mais au fil des années, vous vous rendez compte que vous commencez à créer un petit réseau. Des gens que vous prenez plaisir à voir, à revoir, avec lesquels vous pouvez échanger. Donc, c'est trouver ce bon mix de proactif, et surtout de vous mettre dans une situation où potentiellement il y aurait des opportunités qui pourraient jaillir. Et ce cross-selling que vous apprenez de plus en plus à faire là en ce moment, là où vous êtes, comment vous vous y prenez ? Alors, c'est un travail, je dirais, qui s'apprend. Alors, qui a plusieurs composantes déjà, parce que pour promouvoir une marque, il faut déjà connaître la marque. Il faut connaître, c'est connaître, travailler de plus en plus avec les différentes équipes, être ouverte justement, ne pas être focalisée uniquement sur son équipe, mais aussi être au service des autres équipes avec lesquelles vous pouvez collaborer. C'est savoir ce que font les autres, comment il pourrait y avoir une synergie entre vos pratiques, ou est-ce qu'il y aurait par exemple une clientèle commune. Déjà, c'est avoir cet état des lieux en tête, dire ok. Et ensuite, proposer des initiatives. Et c'est vrai que dans des structures importantes comme celle-là, vous avez énormément de forces vives et il faut beaucoup de clients et il faut canaliser un petit peu les différents chantiers pour ensemble, par exemple, créer une formation adéquate à tel type de clientèle. Parce qu'au final, les clients vont pas être forcément intéressés par une pratique du droit en particulier, mais peut-être à une problématique. Oui, les clients, ils raisonnent pas en pratique, ils raisonnent en objectif. Absolument. et en problème à régler. Absolument. Et c'est vrai que c'est pour ça que c'est un plaisir de travailler dans ce type de cabinet où justement vous avez plusieurs pratiques fortes, différents bureaux où il y a de la matière. Vous avez une très bonne matière première pour développer des initiatives. Donc vous avez commencé par toquer à la porte des uns et des autres aux autres départements pour bonjour. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est se faire connaître, dire écoutez, se faire connaître, dire quelles sont ces spécialités, ce que je peux faire pour vous. Et comme je le disais, ces graines-là, il faut les planter en amont, puisque pour que le jour où la personne a un besoin, pour qu'elle vous appelle, c'est qu'elle vous connaissait déjà avant. Et je pense aussi peut-être que sur ces questions de networking, je pense que le networking le plus efficace, c'est celui qui intervient très 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 en amont, quand vous n'avez rien à demander, quand vous n'attendez rien. C'est là que c'est efficace, c'est là que on crée des liens avec les personnes, échanger, juste avoir des... Et comme je vous le disais, par exemple, là je reviens sur cette idée que j'avais eue de passer le barreau d'Angleterre. Pour tout vous dire, je pense que j'y aurais pas pensé toute seule. C'est en discutant avec un collègue, je me suis dit que c'était une super idée et que j'admirais donc cette ambition-là. Et c'est en discutant avec les autres, en faisant connaître aux autres ce dont vous êtes capable, en sachant ce que eux peuvent faire, que justement vous arrivez à créer quelque chose ensemble. On a un petit peu parlé de comment vous projetez votre exercice. Je pense que, j'ai une question et je pense que des auditeurs aussi l'auront. C'est on a parlé du fait que vous avez beaucoup travaillé quand vous étiez étudiante, quand vous étiez jeune collaboratrice, à l'AMF aussi finalement parce que même si la conciliation vie pro vie perso était peut-être un peu plus facile, vous avez enquillé sur la préparation de et voilà. Et puis depuis votre retour dans la profession, comment est-ce que vous gérez ce rapport à cette conciliation vie pro vie perso là, le vôtre en tout cas? C'est vrai que là, depuis le début de l'entretien, on a l'impression je pense que c'est vrai, je suis très concentrée sur ce développement professionnel, sur cette vie professionnelle-là, mais il est tout aussi important d'avoir une vie personnelle, parce que c'est pas avec votre cabinet que vous allez passer Noël ou fêter votre anniversaire. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc, Et vous, comment est-ce que vous l'oubliez, Eva ?
Alors, comment je le vis? J'ai la chance d'être très bien entourée, d'avoir un mari qui me soutient dans tout ce que j'entreprends. Donc, j'ai cette chance-là d'avoir un socle personnel très fort. Et sur la question de la conciliation, vie perso, vie pro, je dirais que, alors je suis très pragmatique, je pense qu'il faut parvenir à s'acheter du temps. C'est-à-dire qu'il faut, dans la mesure du possible, déléguer un maximum. Se faire aider. On peut pas tout faire soi-même. Et bon, je pense de manière très basique aux tâches ménagères, par exemple. Et je pense que c'est important de se faire aider parce que c'est en se faisant aider que on s'achète en fait du temps et de l'énergie. Et que c'est au final, c'est la qualité du temps que vous passez avec vos proches qui prime. C'est pas la quantité. Donc c'est très important de se faire aider. Non, non, mais vous, enfin, parce que c'est la qualité qui prime sur la quantité et vous avez des rituels. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que vous arrivez à dire non parfois au boulot? Alors, je dirais que ça dépend, là encore, ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Mais ce qui est vrai, c'est que à mesure qu'on gagne en expérience, on a a priori une meilleure maîtrise du calendrier. A priori, puisque quand vous êtes très junior, vous êtes en bout de chaîne, et donc quand ça vous arrive dessus, c'est que y a plus le choix, il faut le faire, c'est maintenant. Donc c'est vrai qu'il y a une meilleure maîtrise du calendrier. Après, on est dans des professions très exigeantes, où il y a toujours ce sentiment d'urgence-là. Ça dépend aussi, je dirais, de l'associé. Bien évidemment, c'est son lui qui va faire ou pas barrage, en disant je vois pas la différence entre le rendre tel mémo entre aujourd'hui et 2 jours plus tard. Et donc je dirais que a priori, à mesure qu'on avance, on a plus de responsabilités qui sont différentes, mais qu'on peut effectivement avoir une meilleure maîtrise de l'agenda. Et c'est d'où l'importance aussi, après, c'est des questions d'organisation et de l'importance de travailler en équipe, là encore. De pouvoir, parce que vous ne pouvez pas tout faire tout seul. C'est important justement d'avoir cette équipe qui vous soutient, avec laquelle ça fonctionne, avec laquelle vous pouvez vraiment travailler en bonne intelligence. Je pense que oui, la force du collectif, c'est vraiment indispensable. Vous, maintenant, vous êtes combien dans votre équipe? Alors, on est une bonne dizaine, presque quinzaine. Donc, on n'est plus du tout dans la configuration dans laquelle vous étiez quand vous avez commencé, sur une équipe très resserrée. Vous intervenez dans un contexte d'équipe plus grand, quoi. Oui, absolument, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît? Oui, vraiment. C'est parce que je trouve que le travail d'équipe, c'est essentiel, ça c'est certain, et que j'aime bien être dans ce cadre-là, et au final, c'est parce que vous avez des dossiers complexes que votre équipe est structurée de cette manière-là, et quelque part, ce sont ces dossiers-là qui sont peut-être les plus intéressants. Et donc oui, clairement, j'aime évoluer au sein de ce type d'équipe, et je prends justement plaisir à former les plus jeunes aussi. Je pense que ça, c'est une partie importante du travail, de former les plus jeunes, quelque part d'apprendre ce que soi on a appris. Je trouve que c'est important de créer cette alchimie-là au sein de l'équipe, de créer une complémentarité sur laquelle se reposer. Ça me fait penser en fait, j'avais un parallèle en tête avec le foot, en fait, tout simplement. Parce que comment est-ce que vous avez comment faire pour avoir une bonne équipe? C'est pas juste avoir des bons joueurs, c'est arriver à les faire jouer ensemble.
Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur Netflix, en ce moment, il y a une série qui s'appelle Secret Coach. Et le premier épisode, c'est un coach, dont j'ai oublié le nom, bien sûr, puisque c'est que des trucs de sport, qui coach une équipe de basket aux États-Unis. Et il parle de ça. Et en fait, je crois que les 3 premiers épisodes, il y a un basket, ensuite il y a 2 de foot. Et bref, ils évoquent beaucoup ce sujet de sortir les têtes d'affiche et d'arriver à les faire travailler ensemble. Ça. Et voilà. C'est vrai que oui, parce que là encore, on se focalise souvent sur les buteurs, sur les attaquants, sur les Mbappé. Mais une équipe, c'est bien plus que ça. J'ai récemment interviewé quelqu'un qui m'a dit que c'était pas de Mbappé qu'il fallait parler, mais de Benzema. Donc maintenant, je n'ose plus. Non, mais, je suis désolée, c'était un private joke, mais... Non, mais c'est vrai qu'on se focalise là-dessus, mais c'est une équipe, c'est bien plus que ça. Et quand vous regardez les matchs en équipe de France, quand N'Golo Kanté n'est pas sur le terrain, ça sent dans le jeu de toute l'équipe. Donc c'est important de réussir à créer cette alchimie-là dans l'équipe, et c'est comme ça qu'on développe et qu'on devient plus fort dans notre pratique. Votre dossier idéal, c'est quoi ? La configuration idéale de dossier. Une configuration idéale de dossier ? Ouais. Votre dossier, le type de dossier qui vraiment vous fait le plus plaisir. Dans lequel vous prenez le plus plaisir. Alors, je dirais, donc dans ma matière, donc effectivement c'est une matière plus contentieuse. J'aime ce mélange, comme je disais, de technicité, d'enjeux, avec des enjeux stratégiques. Donc naturellement, dans ma matière, je pense bien évidemment à des sujets, à une belle enquête AMF par exemple. Dans une entreprise, dans une banque. Dans une banque par exemple, ou chez une société cotée, où ça nécessite parfois des enquêtes internes, par exemple, où on se retrouve à travailler en coordination avec parfois d'autres équipes. J'ai peut-être en tête un dossier qui me vient à l'esprit où quand vous avez des salariés de la personne morale qui sont mises en cause, vous avez tout un volet d'enquête interne et de potentiels sujets en droit du travail. Donc c'est toujours donc la matière est financière, mais il y a peut-être un angle social. Ensuite, en autre composante qui me plairait bien, la composante internationale, bien sûr. Et le travail peut-être avec divers conseils, parce que parfois sur ce type de dossier, on est plusieurs cabinets à travailler, et l'échange de vues justement, l'échange de vues avec ces différents co-conseils. Voilà, le dossier idéal qui me plaît bien. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure que vous vous projetez dans le fait de poursuivre ce développement et les initiatives de développement. Quelle est votre dernière joie ? Alors, ma dernière joie, c'était ce matin. Oui. Ce matin, j'ai emmené Bobby, c'est mon petit bichon Yorkshire, que j'ai adopté à la SPA. Je l'ai emmené au parc, jouer avec ses copains. Il était tout fou, donc c'était mon moment de joie. Et c'est vrai, ouais. Ah oui, d'ailleurs, petit message aux amis qui nous écoutent et qui pensent à avoir un animal de compagnie. Il faut vraiment bien réfléchir avant de s'engager, parce que c'est un engagement de très longue durée. Et Bobby et surtout, et donc voilà, et surtout adopter, ne pas acheter. Il y a des dizaines de milliers d'animaux qui nous attendent en refuge. Donc voilà, c'était le petit message de la SPA. Je m'en veux parce que j'ai fait une synthèse en me disant que vous vouliez vous développer, mais ça me fait squeezer ma question de comment est-ce que vous vous projetez. Si jamais il y a d'autres choses, vous avez d'autres souhaits pour votre activité, vous pouvez aussi en parler. Je serais ravie de recueillir. Je dirais que le métier d'avocat me plaît. Voilà, il me plaît toujours autant. J'aspire à avoir un rôle plus complet. Voilà, comme je vous le disais, être un expert, un technique, être un conseiller stratégique, manager une équipe.
développer. Donc ça, c'est voilà, j'aspire à avoir un rôle plus complet, mais toujours dans le domaine dans lequel j'exerce. Voilà comment je vois les choses. Je pense que il faut travailler intelligemment. Et après, il faut laisser le temps aux planètes de s'aligner pour nous. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? De la détermination et de l'optimisme. Merci beaucoup, Viviane. Merci Lila Louise. Pour cet entretien.